Allô tout le monde, bienvenue au Jeudi avec Andrea Girard, consultante pédagogique. Je suis Andrea, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et aujourd'hui, je poursuis dans le thème de l'autisme. Si vous avez manqué mon live de la semaine passée, j'avais expliqué que je dédiais tout le mois d'avril sur le thème de l'autisme au niveau de mes publications sur mes réseaux sociaux et sur mes lives. Et la semaine passée, j'avais abordé c'était quoi l'autisme, c'est quoi la différence entre un TSA, TAS et c'est quoi les différences entre les troubles du spectre de l'autisme. Alors, si vous voulez le revoir, vous pouvez toujours aller voir sur ma chaîne YouTube dans la section rediffusion des lives. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une invitée qui a déjà traversé plusieurs défis dans sa vie et qui va nous partager comment l'annonce du diagnostic de sa fille a vraiment transformé sa vie et lui a fait comprendre que c'était très important de prendre soin de soi. Alors, je reçois Jenny Leclerc. Je vous la présente. Allô, Jenny. Bonsoir. Je vous dis Bonsoir. bonsoir parce qu'on est en France. Enfin, moi, je suis en France, donc bonsoir. Ben oui, et en France, c'est quand même 20 heures et nous, on est dans l'après-midi, 14 heures au Québec. Est-ce qu'il fait beau aujourd'hui chez vous? C'est moyen, en fait. On a eu des belles journées, mais là, on a eu des super belles journées. Après, on a eu de la neige et là, on a mis le chauffage, on va dire. Ah oui, hey, il y a de la neige en France aussi. C'est merveilleux. Oui, et nous aussi, c'est moyen aujourd'hui. C'est un peu gris et c'est pas très beau. Donc, on a ça en commun, même si un océan nous sépare. C'est ça. Oui. Alors, Jenny, je vais te laisser te présenter aux gens. Je vais te laisser aller faire ta présentation pour découvrir qui tu es. Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Jenny Leclerc et je suis professeure de yoga. Donc, comme je vous le disais, j'habite en France. Donc, pour vous situer, j'habite en Haute-Normandie et c'est à peu près à 1h30 de Paris. Et je suis la maman de 2 filles, dont l'aînée qui est autiste. Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour parler avec Andrea sur le thème de l'autisme et puis de mon expérience avec l'autisme, avec lequel j'ai dû composer. Oui, et tu voulais nous partager 2 clés importantes aujourd'hui que tu as découvert justement avec ton enfant. Oui, exactement. Oui. Et toi, c'est ça qui est particulier aussi, hein, parce que l'autisme, des fois, c'est très évident, puis il y en a qui le savent déjà quand leur enfant est bébé, mais toi, ça n'a pas été découvert tout de suite. Même si tu avais des doutes de certains comportements, ça a quand même été long avant qu'on découvre que ton enfant était autiste. Oui, exactement. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est ma fille aînée, en fait, qui était autiste. Donc, je n'avais pas de comparaison avec un enfant précédent et donc, en termes de développement de l'enfant. Donc, nous, on a élevé notre fille normalement, comme n'importe quel enfant. Elle est allée chez une nourrice parce que moi, je travaillais. Et puis, effectivement, par rapport aux autres enfants, elle était plus calme, elle était un peu zen, un peu tranquille, un peu dans sa bulle, mais rien de particulier. Et je me rappelle que quand l'arrivée à l'école allait se faire, donc moi, ma fille, elle est rentrée à 3 ans et demi. Les enfants rentrent à peu près vers 3 ans. Et donc, je me disais, elle est tellement calme et tellement sereine que quand on arrivera à l'école, je pense qu'elle ne va même pas pleurer. Donc, la rentrée scolaire s'est faite et elle n'a pas pleuré. Effectivement, elle était là, tranquille. Donc, il y avait tout le monde qui s'agitait. C'était une rentrée scolaire, quoi. Donc, c'était nouveau pour tous les enfants. Et ma fille, non, pas plus que ça. Elle a été installée à une table, elle s'est mise à faire une activité. Et puis, on est parti. Et puis quand même assez rapidement, au bout d'une dizaine de jours, on a été alerté par la maîtresse qui disait est-ce qu'il y a un problème avec votre fille, est-ce qu'elle entend bien. Enfin, il y avait des signes en fait qui montraient que l'enseignante elle savait pas trop comment faire avec notre enfant parce qu'elle s'intégrait pas au groupe, elle répondait pas. Donc elle dit est-ce que c'est un petit peu un refus d'autorité ou est-ce que elle ne m'entend pas ou est-ce que c'est autre chose. Et donc de fil en aiguille, ils nous ont proposé de faire intervenir une structure en France qui s'appelle le RASED. Et en fait, c'est une psychologue qui vient dans la classe pour observer les enfants quand il y a un doute, quand il y a une demande qui est faite. Et puis, c'est là qu'on a commencé à avoir des rendez-vous, puisque du coup, la psychologue nous dit votre fille, elle ne se sent pas bien dans la classe et elle est très stressée. Mais
moi, c'était toujours la même enfant. Hein. C'était toujours la petite fille zen qui pleurait pas, qui restait tranquille, en fait, d'extérieur. Elle était très, très calme, mais en fait, à l'intérieur, c'était un signe quand même de stress que la psychologue avait bien vu et que nous, on n'avait pas détecté. Et donc, de fil en aiguille, nous ont orientés vers des structures. Et nous, la première année, en fait, de maternelle, ça a été vraiment très dur parce que, avec ce changement dans la vie de ma fille, elle est passée d'une petite maison familiale avec une assistante maternelle, 2-3 enfants maximum, à une classe, en fait. On va dire que les signes de l'autisme qui étaient peut-être là, que nous, on n'avait pas vu, en fait, ils ont été exacerbés, en fait, par cette entrée à l'école. Et c'est là qu'on a commencé à avoir des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, toutes sortes de choses à laquelle on a dû faire face et qu'on n'était pas préparés, je pense, comme n'importe quel parent qui doit faire face. Et puis, c'est là qu'a commencé donc, cette prise en charge dans les structures. Mais là, ton enfant n'avait pas encore été déclaré autiste. Non. Et c'est ça, là, non. OK. Oui. Et puis, en fait, toute cette première année scolaire, donc j'imagine que c'est aussi long pour vous, mais entre la prise, l'alerte par l'enseignante, les premiers rendez-vous de la psychologue et le moment où on nous dit à l'école, où on nous dit, moi, j'ai fait le job de vous prévenir que oui, il y a quelque chose qui semble difficile avec votre fille, il va falloir aller dans les structures. Et vous appelez les structures et là, on vous dit, on a 9 mois d'attente. Donc, déjà, en fait, il y a 9 mois d'attente. Vous comprenez, nous, on comprend qu'il y a quelque chose qui est difficile. La situation à la maison devient de plus en plus difficile. Et on est seul, en fait, on doit faire face et on ne sait même pas à quoi on doit faire face. Puis du coup, dans notre cas, on a commencé à avoir des professionnels. On a insisté quand même en disant là, on a besoin d'outils parce que on ne peut plus gérer. En fait, c'était vraiment devenu compliqué. Et puis, quand j'ai vu des psychologues, très vite, dans les premières minutes de rendez-vous avec mon enfant, rien qu'à parler un petit peu de notre histoire, pourquoi on était là, on nous disait tout de suite, OK, on va faire une prise en charge, mais je peux vous dire déjà que ça va être long et intense. Alors moi, je ne comprenais pas il y a quelques mois, on me dit que oui, il y a quelque chose à l'école qui ne va pas. Effectivement, ma fille a des troubles du sommeil, et puis des fois, c'est compliqué à gérer. Et là, on me dit, ça va être long et intense. Je me dis, ça va quand même, on va gérer, on va y arriver, mais je ne m'attendais pas à ça. Et puis, du coup, on a eu à peu près 15 mois après l'alerte entre l'enseignante et 15 mois après, on a eu vraiment ce rendez-vous avec la pédopsychiatre qui nous annonçait que, comme ça, au détour d'une conversation, votre fille est autiste. Alors là, moi, j'avais vraiment pas cette image de l'autisme. La semaine dernière, dans ton live, donc, tu as vraiment parlé du spectre de l'autisme et puis tu as dit qu'il y avait plusieurs types d'autisme, en fait. Et moi, dans ma tête, j'avais vraiment l'image de l'autiste Asperger, en fait, du coup, qui est vraiment avec un haut potentiel. Ou alors, j'avais aussi cette image de l'enfant autiste qui était vraiment très intolérant au changement, qu'on ne pouvait pas approcher, qui faisait des crises, parfois qui ne parlait pas. Et ma fille, elle était ni dans l'un ni dans l'autre, en fait, mais je ne connaissais pas le spectre de l'autisme. Et donc, nous, notre enfant est plutôt dans ce spectre-là. C'est un autisme d'intensité modérée. Et donc, il y a différents symptômes, mais qui étaient vraiment inconnus. Nous, on ne s'attendait vraiment pas à ça. Oui, parce que toi, tu avais une image des enfants autistes qui font des crises, que c'est évident, ou comme tu disais, l'Asperger peut-être très, très doué. Tu n'avais pas l'image qu'un enfant tranquille qui, comme pour toi, paraissait zen. Oui, c'est sûr que tu avais peut-être, comme tu dis, des doutes des fois sur certains comportements, mais en général, c'était un enfant tranquille pour toi. Là, tu ne pouvais pas penser que c'était en lien avec l'autisme non plus. Là. Oui. Mais disons que, tu sais, par exemple, des signes qui auraient pu me mettre la puce à l'oreille, mais par exemple, ma fille a toujours eu une voix très aiguë, en fait, et maintenant, ça se calme, mais en fait, cette voix qui part toujours dans les aigus, c'est un des signes. Donc, quand on n'est pas du tout dans le domaine de l'autisme, on ne sait pas ça, en fait. Pas. Ouais.
Non. Et puis, ma fille, elle est très… par exemple, quelqu'un qu'elle ne connaît pas, elle va être capable d'aller lui faire un câlin et de le serrer très fort. Et elle ne va pas comprendre que l'autre personne, elle met de la distance. En fait, elle ne met pas du tout de barrières et de limites avec les gens. Alors que dans l'autisme, on a toujours cette idée qu'on ne peut pas les approcher, qui mettent une distance et parfois même avec leurs parents. Donc, moi, je dis, ben non, c'est pas ça, en fait. Enfin, c'était vraiment des signes qui étaient déjà là, mais qui étaient vraiment méconnus de notre part. Donc, on est passé à côté, vraiment. Oui, mais en même temps, comme tu disais, aussi, le cas de ta fille, c'était pas évident, là, tu sais, elle était quand même tranquille, elle n'avait pas des crises très, tu sais, c'est ça, très énorme. Oui, il y avait peut-être, comme tu dis, le ton, la voix, mais il n'y avait pas des signes très, très évidents, là. Puis, on s'entend, là, pour tout le monde, c'est pas écrit sur le front non plus que la personne est autiste. Oui, comme je disais au début du live, ça peut être évident pour certains enfants très, très jeunes, mais pour d'autres, là, il y en a que ça va être même diagnostiqué à l'âge adulte. Oui. Et ça, je pense que je l'avais mentionné, il me semble, dans mon live la semaine passée. C'est ça, il y en a que des fois, c'est tellement subtil parce que, comme tu disais, le trouble du spectre de l'autisme est tellement large et l'autisme est propre à chaque individu. Hein. C'est pas parce que tu es autiste qu'on a tout le monde les mêmes caractéristiques. Donc, c'est vraiment propre à chaque individu. Et ensuite, toi, bon, là, tu as appris que ta fille était autiste, mais c'est sûr qu'on a un choc la journée qu'on a le diagnostic. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé chez toi? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a été difficile? Comment ça s'est passé? Eh bien, en fait, ça a été OK, ben, on va remonter les manches. C'est-à-dire que finalement, c'était un peu, on est tombé des nues parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Moi, je pensais que ma fille, elle était TDAH, donc trouble de déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Mais du coup, le fait qu'elle était zen, bah, Oui. moi, je pensais qu'elle était plutôt sans l'hyperactivité, mais qu'elle avait vraiment un trouble du déficit de l'attention. Mais finalement, quand on nous a dit autisme, je pense qu'on aurait pu nous dire n'importe quoi. Pour moi, dans ma tête, à ce moment-là, c'était reconnaissance qu'il y a quelque chose de différent, reconnaissance du fait que depuis plus d'1 an, on est dans la difficulté et que c'est pas pour rien, en fait. C'est que on fait face à quelque chose de différent. Donc, déjà, il y a eu quelque part ce soulagement, non pas que ma fille était autiste, quoi, mais le fait qu'il y ait une reconnaissance. Et puis après, on se dit, ben, OK, mais tu sais, ça change la perspective parce que quand on a un enfant, ben, on ne s'attend pas à ce qu'il ait une maladie ou un handicap. Et puis, on veut le meilleur pour lui. Sauf que du coup, quand on a le diagnostic, l'avenir, en fait, il est envisagé différemment que quand on a un enfant neurotypique. Donc, c'est-à-dire qu'on n'espère plus… on se dit plus, j'espère qu'il va pouvoir faire les études qu'il veut et puis qu'il ait une bonne situation et qu'il soit heureux. Évidemment, on veut ça, mais on se dit, est-ce que mon enfant va pouvoir passer le permis de conduire? Est-ce qu'il va pouvoir travailler? Est-ce qu'il va pouvoir fonder une famille s'il en a envie? Tu sais, en fait, l'avenir s'envisage différemment. Et donc, ben, finalement, au lieu de me dire, de se projeter dans l'avenir et comment ça va se passer, ben, finalement, on se remonte les manches et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Donc, dans le cadre de la prise en charge. Et ce qui est important, en fait, de souligner, c'est que nous, les parents, on n'est pas tous égaux quand arrive le diagnostic ou quand arrive, même si le diagnostic n'est pas là, ce handicap dans la vie de famille. C'est qu'on a tous notre passé et on n'a pas tous, on va dire, la même stabilité émotionnelle pour affronter ça. Il y a des gens qui vont être dans le déni, il y a des gens qui vont déjà pas aller bien et c'est comme un coup dur en plus. Enfin, on n'a pas tous la même force de caractère et au moment où ça arrive, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Et moi, j'étais déjà dans une période, en fait, un peu de fragilité, c'est-à-dire que ça faisait des années où je me battais pour différentes choses. En fait, j'affrontais. Et puis, au bout d'un moment, quand on met les choses de côté pour avancer, quand on met les problèmes dans des placards, qu'on ne les regarde pas en face et continue d'avancer, il y a un moment, les placards, ils sont pleins, ça s'ouvre. Et chez moi, ça s'est manifesté par une dépression. En fait. Donc, du coup, j'avais mes 2 filles qui ont très peu d'écart, en fait. Donc, elles étaient petites. Ma grande, qui était autiste, qui manquait déjà d'autonomie, et cette dépression qui est arrivée. Donc là, ça faisait quand même beaucoup, là. Oui. Et donc, ma santé s'est quand même bien dégradée. Et puis,
moi, une des clés, en fait, qui m'a permis d'affronter ça, finalement, c'est déjà de me remettre au centre et de me dire, OK, si je veux être là dans la prise en charge de mon enfant autiste, mais aussi dans l'accompagnement de mes 2 filles, mais j'avais besoin de me ressourcer, en fait. Il fallait vraiment que je prenne soin de moi, que je m'occupe de moi, pour retrouver, en fait, toutes mes capacités, toutes mes forces, une stabilité émotionnelle, pour ensuite justement pouvoir accompagner ma fille dans ses besoins particuliers et dans les difficultés qu'elle va rencontrer. Oui. Et c'est comme ça, petit à petit, que le yoga est arrivé dans ma vie et pour moi, ça a été vraiment ma bouffée d'oxygène. Et là, je ne veux pas te couper, mais on a une question de Rodrigue. Il se demande si la dysphasie avait été soulevée pour ta fille. La dysphasie, c'est un trouble du langage. Alors, neurologique aussi par rapport au langage. Non, en fait, elle avait, il y avait des troubles en fait de la parole. Elle, à presque 2 ans, elle parlait encore pas très très bien. Mais finalement, comme plein d'enfants qui des fois développent le langage plus tard. C'est pareil, elle a marché tard, mais comme plein d'enfants qui des fois marchent vers 18 mois. En fait, il y a plein de signes qui étaient là, mais qui pourraient être évidents chez plein d'autres enfants qui sont pas autistes, en fait, qui vont à leur rythme. Et ce qui a fait la différence, finalement, c'est l'accumulation, quoi. C'est à la fois, il y a les troubles de la motricité, à la fois, il y a les troubles de langage, à la fois, il y a les troubles de la concentration, à la fois, il y a les repères dans l'espace, à la fois, il y a les codes sociaux qui sont pas là. En fait, tout ça cumulé fait que finalement, ça fait beaucoup pour un seul enfant. Oui. Donc, c'est ça. Elle était pas, ta fille n'a pas eu le diagnostic de la dysphasie. C'était plutôt peut-être un retard de langage, comme tu dis, ou quand même retard moteur qu'elle a eu. Bon, mais c'est parfait. Puis là, tu disais justement, oui, tu as eu la dépression, tu as découvert qu'il fallait prendre soin de soi. Et ça, on en parlait l'autre fois ensemble. Comme je t'ai dit, il y a plusieurs parents d'enfants différents parce que c'est pas juste les enfants autistes. Il y a aussi d'autres parents que, c'est ça, ils ont des enfants qui ont des difficultés. Et souvent, ils vont dire... moi, c'est ça, je veux pas, comme on parlait, tu sais, des moments de répit, il y en a qui ont des endroits de répit, tout ça, et je veux pas utiliser ça parce que c'est ma responsabilité, mon enfant qui est différent, c'est moi qui dois s'en occuper. Et tu avais une belle réponse pour eux l'autre fois, je sais pas si tu t'en souviens. Est-ce que tu voudrais leur dire? Parce que j'ai trouvé belle ta réponse, comment expliquer ça aux parents pour ceux qui disent non, c'est ma responsabilité, mon enfant différent, il n'est pas question que je le laisse à quelqu'un d'autre une fin de semaine pour me reposer. Ouais, je comprends ça et peut-être que moi, si j'avais pas eu la dépression, j'aurais fait ça parce que peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais la naissance de ma fille, donc on savait vraiment pas qu'il y aurait l'autisme qui arrivait, elle a été compliquée et ça a été un peu ma réaction. Mais finalement, on en voit beaucoup des parents qui sont comme ça et qui vont tout faire justement pour leur enfant, pour les accompagner. Mais c'est mon avis, en fait, quand on fait ça, au bout d'un moment, on finit par s'épuiser. Et finalement, la fatigue, l'épuisement, l'irritabilité, est-ce que c'est la meilleure chose dans la prise en charge au quotidien? Est-ce qu'on est la meilleure personne, le meilleur parent pour accompagner au mieux et s'adapter aux besoins de notre enfant quand on a la fatigue, l'irritabilité, etc., que quand on arrive à prendre des moments de répit pour se ressourcer et finalement pas donner toute notre énergie à notre enfant, mais finalement se ressourcer et donner le surplus d'énergie, ce qu'on a en plus, le mettre dans la prise en charge de notre enfant. Je ne sais pas si c'est assez clair, si ça... Moi, ça me parle beaucoup, c'est ça, j'aime beaucoup ta réponse, puis je voulais vraiment que tu le partages aux gens, aux autres parents qui vivent des difficultés, parce que, en effet, des fois, on est porté à donner en disant que c'est notre responsabilité, mais comme tu dis, c'est notre responsabilité aussi de prendre soin de soi et d'être capable de se ressourcer et de donner notre surplus d'énergie pour mieux s'occuper de notre enfant. Parce que peu importe, il faut qu'on s'occupe de nos enfants aussi, mais un enfant différent, des fois, ça va être un peu plus intense, avec plus de difficultés. Alors, c'est vraiment important de prendre encore plus soin de soi. Et comme tu disais, le yoga est arrivé dans ta vie. Et qu'est-ce que le yoga t'a permis ou t'a amené pour aller encore mieux, peut-être, je dirais, ou mieux te connaître, prendre soin de toi? Tu vois, justement, la première chose, c'est de pouvoir me ressourcer parce que de pouvoir faire, par exemple, des fois 10 minutes, un petit peu de méditation, 10 minutes, se mettre sur son tapis, s'allonger, parfois même
mettre les jambes au mur, faire une petite mudra avec les doigts, se recentrer, respirer, en fait, faire des petites pauses à des moments dans la journée, justement pour retrouver de l'énergie, parce que, comme tu le disais, finalement, se ressourcer, avoir du répit, c'est avec tous les enfants, on en a besoin. Mais quand on a un enfant avec des besoins particuliers, j'imagine autisme ou autre, on a aussi en fait toute l'énergie qu'on va perdre au niveau mental avec tout le stress et l'angoisse. En fait, il y a l'énergie physique qu'on va perdre à accompagner notre enfant. Et puis, il y a tout ce stress qui vient en plus et qui nous fait perdre de l'énergie. Et donc, se ressourcer régulièrement par des petites pauses parce qu'on n'a pas forcément le temps de s'accorder 1 heure par jour pour faire du yoga ou une activité qui va nous ressourcer. Mais le yoga, justement, permet ça, même sans tapis, en fait, des fois juste assis sur une chaise ou même dans son lit, se reconnecter à soi. Parce que le yoga, ça veut dire union. Et pour moi, c'est vraiment la reconnexion avec qui on est et avec finalement qu'est-ce qu'on a besoin, de quoi on manque en ce moment et qu'est-ce qui nous ferait du bien. Même si c'est que 10 minutes, même si c'est 10 minutes le soir quand les enfants sont couchés ou si c'est 10 minutes, mettre le réveil un tout petit peu plus tôt pour s'accorder une pause. Déjà, moi, ça m'a permis d'avoir ça, en fait, le yoga. Oui, et ça t'a amené justement même à avoir une autre clé à donner aussi aux gens par rapport au yoga. Hein? Ouais, en fait, le yoga, on voit que c'est quand on approfondit le yoga, on voit que vraiment c'est pas juste une pratique sur un tapis, c'est aussi un art de vivre et ça passe par la connaissance de soi en fait, entre autres. Hein. Oui. Il y a la connaissance de soi et le lâcher prise. Et donc du coup, se connaître et lâcher prise, c'est aussi faire face à ses peurs, gérer ses émotions, calmer son mental. Finalement, c'est des bonnes choses qui nous sont utiles dans le quotidien. J'ai envie de dire qu'ils pourraient être utiles dans le quotidien de monsieur, mesdames, tout le monde, oui. Parents ou pas d'ailleurs, en fait, juste capable de se recentrer, calmer ses peurs, apaiser son mental, c'est juste énorme. Et donc, comme je disais, moi, du coup, ça m'a amené. Je ne suis pas professeure de yoga depuis très, très longtemps. C'est vraiment avec le diagnostic de l'autisme et puis, du coup, le besoin de m'en sortir que je suis arrivée dans le yoga et que j'ai fait cette reconversion. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui se passait, qui se transposait entre ce que j'apprenais à travers le yoga et mon quotidien. Parce que dans la prise en charge de ma fille, à chaque fois, les professionnels, ils me remerciaient, en fait. Ils me disaient merci de ce que vous faites. Puis moi, je dis, c'est normal, quoi. J'accompagne mon enfant comme n'importe quel parent qui va un petit peu poursuivre la prise en charge de son enfant au quotidien, en fait, en s'adaptant et en répondant aux besoins de ses enfants. Et vraiment, ça revenait quand même, ça revenait souvent, jusqu'à l'été dernier où mon médecin traitant, je n'avais pas vu depuis un petit moment. Ma fille, elle a 10 ans maintenant. Donc, il l'ausculte et il me dit, vraiment, je ne reviens pas à l'évolution de votre fille. Parce que une des premières fois que j'avais été voir ma fille, on avait dû attendre 1 heure dans la salle d'attente. On était les derniers. Quand il a ouvert la porte, j'en pouvais plus. En fait, je me suis mise à pleurer vraiment. Et lui, il était démuni. Il me dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, en fait, là, c'est juste que ça lâche. Mais voilà, de retenir un enfant autiste dans une salle d'attente qui cherche que à s'échapper, qu'on ne peut plus d'attendre lui non plus, il fait chaud, c'est difficile pour n'importe quel adulte d'attendre dans la salle d'attente. Donc, pour un enfant autiste, c'est compliqué. Donc, quand on a commencé à se voir avec ce médecin, ma fille était petite, on en était là. Et là, maintenant qu'elle a 10 ans, cet été, elle me dit, je ne reviens pas de l'évolution, elle reste calme pour se faire ausculter, elle ne cherche plus à s'échapper du cabinet, elle arrive à échanger, à communiquer. Et me dit, bravo du travail que vous avez fait. Alors, une fois de plus, et moi, je me dis, vous savez, c'est elle qui fait tout le boulot parce que si elle n'était pas réceptive, on n'en serait pas là. Il me dit, oui, mais quand même, je comprends ce que vous voulez dire parce que vous auriez pu faire le boulot et qu'il ne se passe rien, mais vous avez fait quelque chose et les résultats sont là. Je suis rentrée chez moi, puis je me suis dit, maintenant, tu vas te poser, Jenny, parce que tu vas prendre du recul et qu'est-ce que tu as fait finalement dans ton accompagnement, dans ta prise en charge au quotidien pour avoir ce résultat-là. Et finalement, depuis le début, c'est d'avoir transposé tout ce que j'ai appris pour moi à travers le yoga qui m'a permis de passer à travers ma dépression, qui m'a permis de sortir la tête de l'eau,
et même bien plus finalement, hein, de m'épanouir beaucoup plus. Tout ce que j'ai appris, mais finalement, je l'ai transposé dans le quotidien et je l'ai amené pour répondre aux besoins de ma fille. Ça passe par cultiver le besoin, le sentiment de réussite. Ça passe par accepter le jugement des autres, accepter qui on est, accepter notre différence. Tout ça, on apprend ça dans le yoga. Et c'est vraiment pas l'image qu'on a du yoga. Tout le monde connaît le yoga avec son tapis, la souplesse, le côté zen, mais vraiment, tout le monde ne connaît pas toute la philosophie et tous les bienfaits qu'on peut avoir et qui peuvent avoir vraiment un impact et faire la différence dans le quotidien. Oui, parce que comme tu fais référence, c'est ça que la plupart des gens pensent que le yoga, c'est aller dans une salle, faire des postures, une séance de yoga. Hein. Mais en fait, le yoga, toi, tu parles beaucoup plus, c'est ça, de la philosophie du yoga qui est appliquée au quotidien chez toi. Mais tout ça, c'est pour, dans le fond, comme tu voulais dire aux gens, d'un, de prendre soin de soi et de deux, d'apprendre à se connaître. Ça, c'est une des clés vraiment essentielles pour mieux gérer ses émotions, ses peurs. Et comme tu disais, pour mieux réagir face au jugement, parce que oui, des fois, certains comportements de ta fille amènent des jugements de la part des autres. Et comme j'ai mentionné, c'est pas écrit dans le front de nos enfants qu'ils sont autistes, donc tu peux pas, tu sais, des fois, il faut que tu amènes, c'est ça, des explications ou justement faire face au jugement, parce que il y en a certaines personnes, c'est sûr, comment je dirais ça, ils iront pas doucement dans leurs commentaires nécessairement. Hein? Exactement. T'en as vu déjà de toutes les couleurs. Mais même à ça, moi, je voulais que tu nous racontes même à quel point, tu sais, tout ce que tu enseignais à ta fille, justement, tu disais de ne pas avoir peur du jugement pour toi, mais tu y enseignais ça aussi à elle, de ne pas avoir peur du jugement, de reconnaître aussi ses émotions. Et je voulais que tu racontes l'anecdote pour la présentation orale qu'elle avait fait, justement. Puis moi, ça m'avait impressionné comment que, justement, elle avait réussi à faire une présentation orale un peu différente de qu'est-ce qu'on voit. En tout cas, moi, quand j'enseignais pendant plusieurs années, j'ai jamais vu ça dans ma classe. Mais pour elle, elle s'assumait, elle était vraiment en confiance. Alors, veux-tu nous raconter ça? Comment que tu as réussi à lui enseigner ça, justement, lui transmettre ces clés-là pour qu'elle puisse être bien avec elle-même? Oui. Donc, en fait, les enfants, ça marche beaucoup par mimétisme, en fait. Donc, moi, le fait que je fasse du yoga, mes filles, elles me voient sur mon tapis et souvent, on va pas faire une séance de yoga à la maison, mais ça va être lorsqu'elles se brossent les dents, elles vont faire la posture de l'arbre ou elles vont expérimenter un petit peu ce qu'elles ont vu et puis finalement, elles vont en ressentir les besoins. Et ma fille, elle adore vraiment beaucoup la posture de l'arbre, donc où on tient finalement en équilibre sur un pied. Et c'est difficile pour elle, j'ai dit qu'elle avait des troubles de la motricité. Donc en fait, elle doit se tenir et puis c'est plus facile sur une jambe que sur l'autre. Donc elle doit vraiment trouver son équilibre et se concentrer. Et elle a aussi une autre particularité, ma fille, c'est quand elle est un petit peu en surcharge émotionnelle, elle s'arrête de respirer, elle se contracte, elle se bloque, elle devient toute rouge et puis d'un coup, elle reprend son souffle et elle recommence. Et j'ai vraiment pas encore réussi à comprendre ce qu'il faisait ça. Mais moi, pour répondre à ces besoins, je lui avais proposé de faire une mudra qui s'appelle Chin Mudra. Hop, je ne sais pas si on me voit bien. Oui, une mudra, c'est le yoga des doigts. Pour les gens, là, alors c'est le yoga des doigts. Donc, on fait du yoga, mais avec nos doigts. Alors, vas-y, le Chin Mudra. Le Chin Mudra qui est vraiment, c'est vraiment très discret et ça permet de gérer le stress, d'apaiser les émotions. Donc moi, du coup, quand elle était dans cet état où elle se crispait, je lui proposais plutôt qu'au lieu de se crisper, si elle pouvait faire Chin Mudra, mais elle n'était pas réceptive dans ces moments où on est vraiment très, très stressé. Et donc, j'ai décidé de lui apprendre cette mudra en dehors, dans des moments où ça allait bien. Je lui disais, écoute, la prochaine fois où tu te sens un peu stressé, est-ce que tu ne voudrais pas essayer cette mudra? Et j'ai vu qu'elle l'essayait. À chaque fois qu'on était en voiture, elle l'essayait, puis elle en ressentait les bienfaits sans me le dire. Et jusqu'à un moment où elle devait faire une présentation dans sa classe d'un exposé. Elle n'avait ni choisi le thème, ni choisi le groupe parce qu'elle est arrivée après à l'école et du coup, les groupes étaient déjà faits. Et donc, elles étaient trois, elles devaient se partager le travail. Et pour ma fille, c'était quand même difficile parce qu'elle revenait avec l'exposé à la maison. Je dis, qu'est-ce que tu dois faire? Je ne sais pas. Elle n'était pas capable de dire ce qu'avaient fait les copines ou à quel moment elle devait rendre. Et donc, arrive ce moment où ils doivent présenter l'exposé. Elle me dit, maman, c'était génial, j'ai fait un exposé, mais le maître, il m'a dit que je ne devais pas faire du yoga. Alors, je dis,
tu as fait du yoga pendant que tu fais ton exposé? Elle me dit oui. Et donc, en fait, elle s'est mise dans cette posture de l'arbre. Je te dis tout à l'heure que la posture de l'arbre, c'est une posture où on doit trouver son équilibre et donc se concentrer. Et en même temps qu'elle a fait la posture de l'arbre, elle avait les bras ouverts en Chin Mudra. Et en même temps, elle essayait de lire son exposé. Et moi, j'étais super contente. Donc, je lui ai bien fait comprendre qu'effectivement, je comprenais que le maître, il lui dise que si elle faisait du yoga, là, comme ça, pour présenter son exposé, ça allait poser souci à la fois pour elle, finalement, pour se concentrer, pour lire. Et puis, du coup, ça perturbait aussi la classe. Mais moi, j'étais super contente de me dire, waouh, elle a compris que là, dans cette situation, elle avait besoin de se concentrer et elle avait besoin de gérer son stress. Et du coup, elle a repris ces deux outils. Moi, jamais je fais la posture de l'arbre avec Chin Mudra. Ça, elle ne l'a jamais vu. Mais en fait, c'est ce qu'elle connaissait et ce qu'elle a mis en place sur le terrain pour gérer ses émotions. Donc ça, pour moi, c'était vraiment une intégration des bienfaits ressentis du yoga et à quel moment elle pouvait les réutiliser. Moi, je suis un peu pour la défense de la liberté éducative. Je pense que tu le sais, tu me connais là-dessus. Oui. Alors, moi, c'est certain que là, faites pas ça. Là, je sais au Québec, des fois, nos oreilles titillent quand on entend le maître, parce qu'en France, vous dites encore ça, vous, le maître, par rapport à l'enseignant. Nous, c'est vraiment l'enseignant, parce que le maître, c'est plutôt quelqu'un qu'on met sur un piédestal, puis on essaie de beaucoup changer ces façons de penser-là, je dirais, au Québec, au Canada. Mais en France, je sais que c'est encore très utilisé. Alors, moi, l'enseignant qui aurait dit ça, que mon enfant ne puisse pas faire de yoga pendant sa présentation orale, j'aurais défendu cette liberté-là éducative au niveau du fait que, et ça, j'invite tous les parents à défendre, lorsque votre enfant a des besoins particuliers, si ta fille a fait ça à ce moment-là, d'aller faire la posture de l'arbre et le Chin Mudra, c'est qu'elle en avait de besoin. C'est ça qu'elle avait besoin. Et pour elle, comme tu dis, même nous, c'est vrai, là, j'avoue qu'en yoga, on fait pas ça, là, le Chin Mudra en même temps que l'arbre, qu'on n'a pas pensé, ça peut se faire, mais c'est pas quelque chose qu'on fait parce que l'arbre est quand même déjà assez difficile aussi. Mais si elle a fait ça, c'est parce qu'elle avait extrêmement besoin de concentration. Et c'est vraiment important, justement, de respecter ça parce qu'elle a été capable d'aller chercher un outil. Puis, moi, je trouve ça aussi fantastique qu'elle ait été capable de faire ça, mais d'essayer de changer les mentalités dans les écoles, c'est important. Les façons de faire. Tous les enfants ne feront pas une présentation orale bien droit avec sa feuille en avant. Il y en a qui ont besoin, écoutez, le stress des fois pour une présentation orale peut être très, très énorme. Pour un enfant autiste, ça peut être encore pire parce qu'elle sait aussi qu'elle a des différences. Elle sait aussi des fois, justement, qu'il y en a qui vont la juger, même si on dit des fois, ben, sont autistes, sont dans leur monde, ils sont quand même conscients un peu de ce qui se passe aussi autour d'eux parce que différentes façons, de différents degrés de l'autisme. Et souvent, ben, les enfants sont très stressés. Alors, si elle a été capable d'aller se chercher des moyens, puis je suis sûre qu'elle a fait une très belle présentation orale, Oui. c'est ça, elle est allée chercher des moyens pour canaliser son énergie et aller chercher vraiment sa concentration. Alors, vraiment, là, j'insiste pour que tous les enseignants, les éducateurs laissent plus libre les enfants d'aller chercher des moyens qu'il faut. L'important, ce qu'on veut, c'est qu'elle puisse communiquer, justement, qu'elle puisse développer ses compétences en communication orale, même si c'est pas fait de la même façon que les autres le font, de laisser libre l'enfant d'aller chercher ses outils pour pouvoir justement s'exprimer, parce qu'à quelque part, c'est ce qu'on veut, qu'elle puisse s'exprimer, même si c'est fait de différentes façons. Oui, alors ça, c'est sûr que je voulais le mentionner parce que je trouve ça vraiment important de défendre ça, la liberté éducative, vu que, surtout pour les enfants là, à besoins particuliers, des fois, on n'en tient pas assez compte, on veut qu'ils rentrent dans la norme, puis comme les autres, mais ça sert à rien. On ne sortira pas le meilleur d'eux-mêmes si on veut vraiment les mettre dans la norme. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter par rapport aux clés que tu avais découvertes par rapport à l'annonce du diagnostic de ta fille que tu voulais annoncer? Non? OK. Non, moi je pense que j'ai quand même fait le tour. Je ne sais pas toi si tu as une question qui te revient ou n'hésite pas, ou s'il y a des commentaires, on pourra même y répondre après. Ça, c'est pas... Il n'y a pas eu d'autres commentaires ou d'autres questions qui sont venues pour le moment. C'est sûr que faites-vous-en pas, si vous voulez commenter, comme je vous ai dit, dans le live ou après le live, moi et Jenny, on va essayer de répondre au mieux à vos questions. Et je voulais amener aussi Jenny sur un autre point parce que grâce au yoga, son expérience, elle a découvert aussi, c'est sûr que c'est un besoin pour plusieurs personnes, mais que les parents d'enfants autistes se sentent souvent seuls.
Des fois, on pense qu'on est tout seul, mais ça arrive pour plein de cas. Je dirais qu'on se sent seul des fois, mais souvent dans le monde, on est plus unis qu'on pense. On est plus interconnectés qu'on peut l'imaginer. Mais au niveau de l'autisme, étant donné que des fois, ça peut être intense, les besoins de notre enfant, on se sent encore plus seul et on aimerait ça avoir d'autres parents qui vivent la même réalité que nous. Et toi, tu as une belle solution aujourd'hui à proposer à tous les parents d'enfants autistes. Alors, je te laisse présenter ta solution. Oui, donc effectivement, dans le cadre de la prise en charge, il y a les professionnels qui sont des professionnels et qui nous apportent des réponses, mais qui ne sont pas dans le quotidien. Et parfois, quand moi, je leur demande des réponses, comment je fais quand il se passe ça, ils n'ont pas toujours la solution. Et finalement, c'est nous qui trouvons les solutions au quotidien. Et on développe tous un petit peu notre expertise en tant que parents. Et donc, j'ai décidé de créer un groupe privé Facebook qui s'appelle Autisme Parents Solidaires Famille Épanouie. Et l'objectif, finalement, ce serait vraiment de se réunir pour que chacun puisse partager ses conseils, ses réussites, ce qui fonctionne bien, par lequel il a dû passer pour pouvoir aider en fait d'autres parents qui n'ont pas encore trouvé leur solution. Par exemple, on a parlé dans le live aujourd'hui, moi c'est plus mon expertise avec le yoga, comment on peut ramener des choses dans le quotidien pour gérer les émotions, des outils pour aider à la motricité, aider à la communication. Tout ça, je vais pouvoir aider et apporter. Mais l'exemple tout simple que je n'ai pas encore réussi à répondre aux besoins de ma fille, c'est comment développer, par exemple, l'autonomie sous la douche. Le yoga, il m'aide pas encore à faire ça. Et peut-être qu'il y a des parents qui ont réussi grâce à des routines ou des outils à faire devenir leur enfant autonome sous la douche. Et donc, moi, je suis preneuse de ce genre d'outils tout simples, en fait, dans le quotidien. Mais comme je le disais en début de live, c'est l'accumulation des petites choses qui sont un peu plus difficiles, qui rendent le quotidien plus lourd. Alors, si on peut se partager chacun nos expériences et nos réussites, et bien du coup, ce serait bénéfique pour tout le monde. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ce groupe. Oui, et le nom justement apparaît. Alors, si vous écrivez Parents solidaires, famille épanouie, normalement, vous trouverez le groupe. Et sinon, je vais mettre le lien dans le lien de rediffusion du live. Vous allez voir, si c'est sur Facebook, vous allez avoir la description dans la description en haut de la vidéo où est-ce que j'explique le live. Vous allez avoir le lien où est-ce que vous allez pouvoir cliquer et arriver directement sur le groupe de Jenny. Sinon, dans YouTube, il y a toujours un petit plus en dessous des vidéos où est-ce que là, il y a des descriptions par rapport à chacune des vidéos et vous allez avoir aussi le lien qui va être cliquable pour vous rendre directement sur le lien de Jenny. Et oui, ça va être un très beau groupe pour justement que les parents, comme tu dis, se sentent moins seuls, soient solidaires, qu'ensemble, vous puissiez tout le monde vous donner les meilleurs trucs qui fonctionnent, vous entraider parce que, comme tu dis, des fois, il y a des petits problèmes, des petites difficultés qu'on ne sait pas du tout comment y faire face puis qu'on se cherche... Merci beaucoup, Rodrigue. Je crois que Rodrigue il a dit merci beaucoup et salutations à Jenny, Rodrigue le pirate. Et alors, c'est ça, vraiment, ton groupe, là, ça va être intéressant pour ça parce que vous allez vraiment pouvoir vous donner, je dirais, les meilleurs trucs qui fonctionnent pour chacun des solutions. Puis des fois aussi, on a des enfants qu'on a des solutions, mais nos enfants sont assez intelligents qui vont, comment je dirais ça, adhérer à notre nouveau moyen qu'on essaie de mettre en place. Et après une semaine ou deux, ça fonctionne plus. Il faut trouver, innover. Encore moi, j'avais un enfant comme ça que j'avais beau mettre des trucs en place pour l'aider. Et après une semaine, il fallait tout le temps que j'innove puis j'en trouve un nouveau parce que ça fonctionnait plus. Donc, c'est un défi assez intense au quotidien. Et avec le groupe, c'est ça va permettre aux parents d'enfants autistes de moins se sentir seuls, chacun chez soi, de pouvoir s'entraider et de se donner les meilleurs trucs qui soient, comme tu dis, pour tout le quotidien de la vie, tout ce qui peut se produire. Toi, c'est sûr, tu vas apporter beaucoup d'éléments par rapport au yoga, donc vous allez même bénéficier en même temps des conseils, des petits trucs de yoga dans ce groupe. Mais en même temps, tu vas pouvoir apporter sûrement d'autres éléments aussi. Et vous allez pouvoir échanger, donc c'est en français, en francophonie mondiale. Alors, vous allez pouvoir échanger les meilleurs trucs au niveau de la France, du Québec. Ça va être génial pour ça, dans ce groupe. Oui, exactement. Oui. Et le groupe est géré par Jenny. Jenny, donc c'est vraiment elle qui va administrer le groupe, qui va être présente sur le groupe. Alors, vous allez pouvoir parler aussi avec Jenny dans le groupe. Et en plus,
on va inviter aussi les gens pour ta chaîne YouTube. Si vous voulez aller voir la chaîne YouTube de Jenny, et ça aussi, c'est dans mes liens de la description quand que je dis vous voulez en savoir plus sur Jenny Leclerc. Jenny, tu es aussi la fondatrice de Yoga Santé Nature. Et il y a aussi des vidéos disponibles sur sa chaîne YouTube par rapport, justement, tu parles du diagnostic de ta fille, tu parles de faire face au jugement. Alors, il y a aussi des vidéos, oui, de yoga. C'est sûr, vous allez trouver des vidéos de yoga avec une prof de yoga, c'est normal. Mais il y a des vidéos aussi en lien avec l'autisme et tu fais aussi des liens justement par rapport à la philosophie du yoga et l'autisme. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller visiter sa chaîne YouTube et ta page Facebook aussi. Tous les liens vont être disponibles. Ben, merci, Andrea. Oui. Avais-tu d'autres choses à ajouter? Comme tu le disais sur ma chaîne YouTube, finalement, il y a deux choses que vous allez retrouver. Il y a le yoga pour vous ressourcer en tant que parent, et puis du coup, le yoga et la philosophie pour pouvoir amener les bienfaits du yoga dans votre quotidien, si vous cherchez des clés. Tout simplement, je voulais finir avec ça. C'est parfait. OK, super, Jenny. Alors, nous, on se retrouve très bientôt. Oui, merci de m'avoir reçue, Andrea. Ben, ça me fait plaisir et merci vraiment de ton partage parce que c'est vraiment intéressant de voir un parent qui a vécu justement le diagnostic pas trop tôt dans l'enfance, alors plus tardivement et ben, qui a appris justement à découvrir des clés. Et moi, j'ai beaucoup aimé celle, comme je te disais, sur l'importance de prendre soin de soi, de ne pas dire qu'on a la responsabilité d'être tout le temps avec notre enfant. Moi, je pense que s'il y a une chose à retenir, c'est ça, hein, de donner le meilleur de soi, c'est aussi prendre soin de soi. Oui, exactement. Oui. Alors, à bientôt, Jenny. À bientôt. Et nous, on se retrouve dans le prochain live, dans le prochain jeudi. Et le prochain jeudi, je reçois Valérie Jessica Laporte. Je ne sais pas si tu la connais, mais tu peux toujours aller voir écoute, elle est dans tous les réseaux sociaux, c'est pas compliqué. Alors, Facebook, YouTube, TikTok, LinkedIn, Instagram, vraiment, elle est dans tous les réseaux sociaux au royaume d'une Asperger. Elle écrit des blogs, elle a écrit un livre. Et elle va venir m'aider pour parler comment favoriser les apprentissages chez un enfant autiste. Parce que, on fait pas nécessairement les devoirs ou le travail à la maison comme un autre enfant peut-être. Des fois, les enfants autistes, ils ont des besoins et c'est important de les respecter. Comme je vous dis, la liberté éducative est très importante. Plus on va respecter les besoins des enfants, plus on va favoriser les apprentissages pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors, avec Valérie Jessica Laporte, on va pouvoir vous donner des clés et elle, vu qu'elle est Asperger, va pouvoir vraiment nous expliquer comment ça se passe dans son monde et pourquoi c'est important justement de respecter cette clé-là qu'on va vous donner pour favoriser les apprentissages. Donc, on se retrouve jeudi prochain à 14h, heure du Québec ou 20h, heure de France. Et en tout temps, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook. C'est là que je fais toutes mes annonces pour les lives ou les publications, les annonces à venir. Ma chaîne YouTube aussi, des vidéos disponibles au moins 2 fois par mois, des fois 3 ou 4. Et sinon, je suis sur Instagram et LinkedIn. Alors, je vous dis à bientôt. Profitez du beau temps si vous en avez, parce que là, il pleut, mais le temps commence à être plus doux. Allez dehors, ça fait toujours du bien se ressourcer.